Donc nous allons faire la correction de l'exercice 24, page 271, de l'exercice 13, page 269, du 17 de la même page, et enfin du 23, page 271. Donc cette vidéo va être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à faire pause, quitte à y revenir après. Alors on va commencer avec l'exercice 24. Dans l'exercice 24, il était question en fait d'un archer, qui est représenté ici, qui souhaite tirer une flèche sur un oiseau, ici là, situé en haut d'un poteau, un faux oiseau a priori. On a représenté la position de l'oiseau par le point A. Ce point A, il se situe à 30 mètres du sol. Et la position initiale de la flèche, c'est-à-dire le point D, qui se situe, lui, à 2 mètres du sol. En première question, on vous demandait quelle était la force qui était appliquée à la flèche. Donc la seule force à laquelle est soumise la flèche pendant le vol, quand elle a quitté l'arc, a priori, ça va être son poids. Et alors le poids, il est vertical, vers le bas. Son point d'application, ça sera le centre de gravité de la flèche. Et sa norme, ce sera P égale à M, la masse de la flèche, fois G, l'accélération de pesanteur. En question 1.b, on nous demandait, sans contrainte d'échelle, de représenter cette force. Donc pour représenter une force, on est obligé de tracer un vecteur, ainsi que le vecteur déplacement dA. Donc si on regarde pour aller de D vers A, bon, normalement ça devrait être en ligne droite, on a bien un vecteur qui va vers le haut, vertical, c'est le vecteur dA, et le poids, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vertical et vers le bas. Ok. Pour la question 2, on nous demandait d'exprimer littéralement le travail de cette force. Quand on vous demande d'exprimer littéralement le travail d'une force, a priori, vous vous arrêtez à la formule, mais appliquée au cas donné. Nous, on va aller un petit peu plus loin, ça va nous permettre de débroussailler un petit peu pour la suite. Donc, pour calculer le travail sur le trajet dA du poids, le travail, je vous rappelle que c'est W pour work en anglais, c'est égal à P, vecteur P, scalaire, vecteur dA. Et donc, quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, ça revient à faire la multiplication de la norme de P, multipliée par la norme du vecteur dA, ici ce sont les normes, le tout multiplié par le cosinus de l'angle entre nos deux vecteurs. Et alors l'angle entre nos deux vecteurs, on l'a appelé θ, c'est cet angle-là. Ici vous avez θ. Et donc θ ici vaut 180 degrés, et cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Je vous renvoie vers le cercle trigonométrique. Si on regarde, hop, sur cet axe-là, vous lisez le sinus. Hop. Sur celui-ci, vous lisez le cosinus. Et donc, si vous prenez, on va dire, un angle θ entre ça et ça, hop. Si on descend par là, sur cet axe-là, ici, on lira la valeur du cosinus, sachant qu'ici, on est à 1 et ici, on est à moins 1. Et sur cet axe-là, ici, là, vous lirez la valeur du sinus, sachant qu'ici, on est à 1 et qu'ici, on est à moins 1. Donc, si on prend un θ égal à 180 degrés, ça veut dire que votre angle, c'est tout ça. Ça veut dire donc que quand vous lisez la valeur du cosinus, vous êtes bien à moins 1. Ça nous rend donc du coup le travail sur le trajet dA de la force P qui est égal à moins M fois G fois dA. Ensuite, en question 3a, on nous demandait d'indiquer quelle devait être la valeur minimale de la vitesse de la flèche VA au point A, c'est-à-dire à l'endroit où il y a l'oiseau, afin que la flèche puisse atteindre l'oiseau. Alors l'idée, c'est de se dire que
A priori, si on veut que la flèche puisse atteindre l'oiseau et le toucher, surtout, il faut que la flèche, elle arrive encore verticale. Hein. Il ne faut pas qu'elle ait commencé à amorcer un petit peu son demi-tour. Et donc, a priori, nous, ce qu'on veut, c'est VA différent de 0 mètres par seconde. Alors moi, j'ai pris une valeur, j'ai posé une valeur, hein, j'ai dit qu'on allait prendre VA égale à 0,1 mètre par seconde. Vous auriez très bien pu dire une valeur minimale égale à 0 mètre par seconde, en se disant que, a priori, si c'est à 0 mètre par seconde, c'est au moment où c'est pile à l'apogée, il faut que ce soit absolument supérieur à ça. Hein. Donc, nous, pour la suite, on va travailler avec 0,1 mètre par seconde, mais si vous avez pris 0, c'est pas faux. Hein. Donc pour la question 3b, on vous demandait de calculer la valeur initiale de la vitesse VD en D de la flèche dans cette situation. Et alors là, c'était là que ça se compliquait un petit peu, puisque c'était un peu la question compliquée de l'exercice. Ici, qu'à chaque fois qu'on vous parle d'un point A, d'un point d'arrivée finalement, et d'un point de départ, et qu'on s'intéresse juste en fait au point d'arrivée ou au point de départ, ça sous-entend qu'il va falloir utiliser soit le théorème de l'énergie cinétique, soit la conservation de l'énergie mécanique. En général, quand on va vous parler de la vitesse, vous devez penser à théorème de l'énergie cinétique. Et donc ici, ce qui nous faisait nous dire qu'on utilisait le théorème de l'énergie cinétique, c'était notamment qu'on nous faisait calculer le travail du poids ici, c'est-à-dire le travail de la seule force appliquée au système, et qu'on connaissait les deux vitesses. Hein. Enfin, on ne connaît pas les deux vitesses, on connaît la vitesse en VA puisqu'on la détermine ici, et on veut savoir la vitesse en VD. C'est ça qui vous fait savoir finalement que vous devez utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Alors ce théorème de l'énergie cinétique, il nous dit que la variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées au système. Alors, si on détaille côté par côté, on va commencer par détailler ce que c'est que la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire delta EC. Delta EC, ça va être égal à l'énergie cinétique à l'instant final, c'est-à-dire au moment où on est au point A, moins l'énergie cinétique à l'instant initial, c'est-à-dire le moment où on est au point D. On a donc ECA moins ECD. Et alors, une énergie cinétique, on a vu ensemble que c'était égal à 1/2 de m, la masse de notre système, multiplié par la vitesse du système au carré. Mais alors la vitesse à un instant bien précis, donc ça veut dire que si on veut l'énergie cinétique au point A, on prendra la vitesse au point A. Et si on veut l'énergie cinétique au point D, on prendra la vitesse au point D. Donc on remplace chacune des énergies cinétiques par son expression, c'est-à-dire ECA par 1/2 de m fois VA au carré, et ECD par 1/2 de m fois VD au carré. Ça nous donne donc à la fin 1/2 de m multiplié par VA au carré moins VD au carré. Ici j'ai juste factorisé par 1/2 de m, puisque si on regarde, on le retrouve ici, et on le retrouve là. Vous verrez en quoi c'est utile juste après. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre côté de notre théorème de l'énergie cinétique. Si on regarde l'autre côté du théorème de l'énergie cinétique, on nous dit somme des forces, c'est égal à quoi? Déjà, il faut savoir quelles sont les forces appliquées au système. On a vu en toute première question que la seule force appliquée au système, c'était le poids. Ça veut dire que la somme des forces sur le trajet DA appliqué au système, ça va juste être égal au travail du poids. Je crois que je vous ai dit la somme des forces, mais c'est la somme des travaux des forces, hein, puisque c'est W. Hein. Donc ça va être juste égal au travail du poids. Et donc, le travail du poids, ça va être égal, on a dit, à moins M fois G fois DA. C'est ce qu'on a vu en question 2, ici. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer delta EC par ce qu'on a trouvé là, et la somme des travaux des forces par ce qu'on a trouvé ici. On se retrouve donc avec cette équation-ci, et nous, ce qu'on recherche, c'est VD. Il faut donc arriver à isoler VD.
Et donc en premier, je vais faire passer, déjà on peut regarder quelque chose ensemble. La masse, elle apparaît ici, mais elle apparaît aussi là. Comme c'est la même masse, il s'agit de la masse de la flèche, on peut simplifier. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire passer le 1/2 de l'autre côté. Ça revient finalement à multiplier par 2. Vous vous retrouvez donc avec VA carré moins VD carré qui est égal à moins 2 fois G fois DA. Ensuite, on fait passer VA carré de l'autre côté. Et donc, on obtient moins VD carré qui est égal à moins 2 fois G fois DA moins VA carré. Et si on regarde, on peut même tout multiplier par moins 1, c'est-à-dire ça rend 1 plus ici, 1 plus là, et 1 plus là. Pour enlever maintenant le carré, il ne nous reste plus qu'à faire la racine carrée de tout ça. Et à la fin, vous obtenez 23 mètres par seconde. On va passer maintenant à l'exercice 13, page 269. Dans l'exercice 13, page 269, on vous parlait d'un ballon qui chutait sur 10 mètres. On vous demandait de calculer la variation de son énergie potentielle au cours de la chute. Donc en fait, on vous demande de calculer delta EP. Alors déjà, l'énergie potentielle, on peut peut-être appeler ce que c'est. Nous, on a vu que l'énergie potentielle, EP, c'est égal à la masse de notre objet, multiplié par G, l'accélération de pesanteur, c'est-à-dire 9,81, multiplié par H, l'altitude. Et donc, delta EP, c'est-à-dire la variation de l'énergie potentielle, ça sera égal à l'énergie potentielle à la fin, moins l'énergie potentielle au début. On se retrouve donc avec M fois G fois H, la hauteur finale, puisqu'ici, ça correspond bien à notre énergie potentielle finale, moins M fois G fois H initial, c'est-à-dire notre énergie potentielle du début. On obtient ensuite, en remplaçant, du coup la masse, on nous dit qu'elle était de 3 kg, donc 3 fois 9,81 l'accélération de pesanteur. Et alors la hauteur finale, a priori, si le ballon il fait une chute de 10 mètres, à la fin il est au niveau du sol, donc la hauteur elle vaudra 0. Moins 3 fois 9,81 fois 10, c'est-à-dire 10 mètres, notre hauteur de chute qui était ici. À la fin, vous êtes censé obtenir du coup une variation d'énergie potentielle égale à 294,3 joules. Ici, l'unité est importante. Lorsque vous faites une variation, vous ne faites que soustraire deux énergies, et donc a priori, votre soustraction de deux énergies, ça va garder l'unité d'une énergie. Donc, nous voilà pour l'exercice 17, page 269. On vous donnait la représentation graphique qui montrait l'évolution des énergies cinétiques, potentielles et mécaniques d'un ballon qui est en train de rebondir. Donc si on regarde, on a l'énergie mécanique qui varie en fait par palier, ici. Et ensuite, si on regarde la courbe de l'énergie potentielle et celle de l'énergie cinétique, on voit qu'en fait elles sont totalement inversées. Ici, l'énergie cinétique va atteindre son maxima environ au moment où l'énergie potentielle, ici, va atteindre son minima. On vous demandait d'évaluer la date du premier et du deuxième rebond. L'idée ici, c'est de raisonner peut-être plutôt avec l'énergie potentielle. Ça paraît peut-être un petit peu plus simple. Vous savez que l'énergie potentielle, EP, c'est égal à la masse, multiplié par G, l'accélération de pesanteur qui vaut 9,81, multiplié par H, la hauteur. Donc, quand la hauteur, elle est maximale, l'énergie potentielle, elle est maximale. Ça veut dire que quand on est en ce point-là, ici, là, on est au sommet du premier bond. Ainsi, quand l'énergie potentielle elle est minimale ici, ça veut dire que le ballon il est en train de toucher le sol. Donc vous avez ici la date du premier rebond, qu'on peut venir lire là. C'est environ 0,7 secondes. Et la date du deuxième rebond, ça va être l'autre moment où l'énergie potentielle est minimale, ce
qui nous donne environ 1,3 secondes. Ce que je vous ai noté ici du coup. Ensuite, pour la question 2, il fallait évaluer le travail des forces non conservatives au cours du mouvement du ballon entre les dates TI et TF. Alors TI était égal à 5 secondes, c'est-à-dire entre le moment où on est ici, hop, et le moment où on est là. Ici, c'était pas évident parce que dans le cours, il vous manquait un petit quelque chose pour pouvoir y arriver. Mais déjà, ce que vous pouvez vous dire, c'est que quand on a parlé du travail des forces non conservatives, c'est quand on a parlé un petit peu de la non-conservation de l'énergie mécanique. C'est là qu'on a parlé des forces non conservatives. Et donc, a priori, quand l'énergie mécanique, elle ne se conserve pas, ça veut dire qu'il va y avoir des forces qui vont travailler soit à aider le mouvement, mais qui ne vont pas être conservatives, soit il va y avoir des forces qui vont travailler à freiner un petit peu le mouvement, à travailler en fait contre le mouvement, si vous voulez. Ces forces non conservatives, elles seront donc résistantes. Dans tous les cas, le travail des forces non conservatives, il est lié à la variation de l'énergie mécanique, EM. Comme on voit que l'énergie mécanique, elle ne se conserve pas, qu'elle passe d'une valeur environ égale à 5,8 joules, ici, à une valeur environ égale, j'ai mal fait, à 4,4 joules, on peut calculer la variation de l'énergie cinétique comme étant du coup de l'énergie mécanique, comme étant du coup l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Vous vous retrouvez donc avec une variation d'énergie mécanique qui est négative et qui vaut 1,4 joules. Elle est négative tout simplement parce que l'énergie mécanique ici, si on regarde, elle est en train de diminuer. Et alors nous, dans le cours, on a vu que si la variation de l'énergie mécanique elle était négative, on a dit que du coup, les forces non conservatives, elles travaillaient à freiner le mouvement. On disait que les forces, du coup, elles étaient résistantes, les forces non conservatives. Donc, les forces non conservatives sont résistantes. Ça veut dire quoi qu'une force est résistante? Ça veut dire que son travail, il est négatif. Et nous, dans le cours, on s'est arrêté là. En fait, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Si on regarde le travail des forces non conservatives, il va être égal à quelque chose de bien précis. Le travail des forces non conservatives, que j'ai nommé du coup FNC pour non conservatif, ça va être égal à la variation de notre énergie mécanique. Je vous rappelle que le travail, c'est une énergie. Et donc, si ces forces non conservatives, elles n'étaient pas là, il n'y aurait pas de variation de l'énergie mécanique. Et donc, vous avez le travail des forces non conservatives qui va être égal en fait à la variation de l'énergie mécanique. Et donc, qui va être égal à moins 1,4 joules. Et donc, ça, là, on va le rajouter dans le cours juste après. De dire en fait que quand il y a des forces non conservatives, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Et donc que la variation d'énergie mécanique, elle est égale au travail des forces non conservatives. Alors pour l'exercice 23, page 271, on nous parlait de montagnes russes. Alors si on regarde, on nous parlait d'un wagon qui démarrait d'un point A avec une vitesse initiale nulle. On nous dit que le wagon et les passagers quittent la position A sans vitesse initiale. Ça veut dire que ici on va avoir VA qui vaudra 0 mètres par seconde. C'est une chose à garder en tête. Ensuite, on nous dit que, a priori, on voudrait que la vitesse sur tout le parcours, elle ne dépasse pas 60 km par heure. Et nous, il va falloir vérifier en fait si la vitesse, elle est dépassée ou pas. Et donc l'idée,
ça va être, alors soit vous y arriviez sans l'énoncé détaillé, soit vous faisiez ça avec l'énoncé compact. Alors avec l'énoncé compact, on vous demandait si la limitation elle était respectée sur l'ensemble du parcours. Et l'idée c'était quand même d'aller regarder à quel moment la vitesse était la plus grande avant de démarrer, pour pouvoir déterminer quelle est la valeur de cette vitesse, et ensuite la comparer avec la vitesse sur le parcours. On vous dit, autre information importante ici, que les frottements de l'air sont négligeables. Ça veut dire qu'on ne considérera pas de frottement. Ça veut dire que le travail de la force exercée par la piste sur le wagon est nul sur tout le trajet. Bon. On va passer à la suite. Oh pardon, non. La question 1, du coup, on nous demandait de justifier que la valeur maximale de la vitesse, elle serait au niveau du point B. Alors comment se fait-il que la vitesse du wagon soit maximale quand on arrive au point B? C'est tout simplement qu'au point A, la vitesse elle est nulle, mais l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui est liée à la hauteur, elle est maximale. Cette énergie potentielle qui est maximale, vu que les frottements de l'air sont négligeables, elle va être totalement transformer cette énergie potentielle en énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. Et donc si l'énergie cinétique, à ce point-ci, elle est maximale, ça voudra dire que la vitesse, en ce point, elle sera maximale également. Ensuite, pour la question 2, on vous demandait de donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du wagon quand il est en position A. Et donc l'énergie mécanique, nous on a vu que c'était égal à la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On n'a plus qu'à remplacer par les formules qu'on connaît, c'est-à-dire l'énergie potentielle, ça va être égal à m fois g fois la hauteur du wagon. Et l'énergie cinétique, ça sera égal à 1/2 de m fois la vitesse au point A au carré. Sauf qu'on a dit tout à l'heure qu'au départ, au point A, la vitesse, elle était nulle. Ça veut dire que ici, VA, ça vaut 0. Vous avez donc votre énergie mécanique qui vaudra, au point A, m fois g fois la hauteur du point A. Maintenant, la question 3. On vous demandait de donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du wagon dans la position B. Alors, pour la position B, on écrit à peu près la même chose, sauf qu'à la place de considérer l'énergie mécanique au point A, ça sera celle du point B. Et donc, l'énergie mécanique au point B, ça va être l'énergie potentielle au point B, plus l'énergie cinétique au point B. On se retrouve donc avec m fois g fois la hauteur du point B. Ça, c'est votre énergie potentielle à laquelle on va venir additionner la valeur de l'énergie cinétique du point B, c'est-à-dire 1/2 de m fois VB au carré. Maintenant, si on regarde le point B, on peut tout à fait se dire que le point B, il est à peu près au niveau du sol, et que du coup, la hauteur de B, elle vaut 0. Ça va nous simplifier la tâche. Du coup, l'énergie mécanique de B, ça deviendra, si HB il vaut 0, ça deviendra uniquement 1/2 de m fois VB au carré. C'est ce que je vous ai écrit ici. En question 4, il fallait déduire des questions précédentes l'expression littérale de VB. Ici, dans les questions précédentes, on vous donnait, vous trouviez l'énergie mécanique au point A, l'énergie mécanique au point B. Du coup, là, c'est qu'il faut que ça vous fasse tilt. A priori, si on nous donne l'énergie mécanique à un point et l'énergie mécanique à un autre point, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir en termes de variation de l'énergie mécanique. Et donc, si on regarde, comme il n'y a pas de frottement, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune force qui ne soit pas conservative. Ça veut donc dire qu'on va conserver la valeur de l'énergie mécanique. Ce 4, je ne sais pas trop ce qu'il fait là.
Et donc on se retrouve donc avec la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire delta EM, qui va être égale à l'énergie mécanique à la fin, c'est-à-dire l'énergie mécanique du point B, moins l'énergie mécanique du point A. Et ça, si toutes les forces appliquées au système sont conservatives, eh bien ça vaudra 0 joule. Comme en fait a priori il n'y a pas de frottement, les forces sont conservatives. Vous avez donc du coup 1/2 de m fois VB au carré, moins mg h de HA du coup, c'est égal à 0. Ça revient à ça. Et donc maintenant on va simplifier un petit peu tout ça. Si on regarde, on a la masse qui apparaît des deux côtés, on peut donc simplifier par la masse. C'est ce qu'on a fait pour passer ici. Ensuite on fait passer le 1/2 de l'autre côté. Ça revient à multiplier par 2. Il nous suffit enfin d'enlever le carré. Et vous obtenez VB égale à racine carrée de 2 fois G fois la hauteur au point A. Pour la question 5, on vous demandait si la limitation imposée par la commission, elle était respectée sur l'ensemble du parcours. A priori, si la limitation elle est respectée au moment où la vitesse elle est maximale, elle sera respectée partout. Et donc, il nous suffit juste maintenant de calculer la vitesse au point B, c'est-à-dire qu'on va remplacer par les valeurs. Et donc, ça nous donne VB qui est égal à la racine carrée de 2 fois G, du coup, ça veut dire fois 9,81, multiplié par la hauteur HA, c'est-à-dire multiplié par 16, puisque la hauteur HA, c'est la hauteur entre le point B et le point A, c'est-à-dire ici. On a donc fait 12 plus 4. Ça nous donne du coup 17,7 mètres par seconde. On est un peu embêté puisque la limitation elle est à 60 km par heure. Et donc nous on est en mètres par seconde. On ne peut pas conclure, il faut faire une conversion. Et donc pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, on peut déjà passer en kilomètres par seconde. On sait que 1 mètre c'est 10 puissance moins 3, 1 fois 10 puissance moins 3 km. Il nous suffit du coup de multiplier par 10 puissance moins 3 pour passer de mètres par seconde en kilomètres par seconde. Et comme dans 1 heure il se passe 3600 secondes, et que 1 heure, en fait c'est plus long que juste 1 seconde, il nous suffit donc ensuite de multiplier par 3600 pour avoir notre vitesse en kilomètres par heure. Et donc on trouve 63,7 km par heure, ce qui est supérieur à 60 km par heure. Et donc notre limitation n'est pas respectée. Attention. Voilà, c'est tout pour la correction de ces exercices.